à tous, en présence, malgré la campagne de la première personne. Et bonjour à toutes et tous à distance. Donc, on est Michelle McCarroll, je suis directrice du département et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous accueillir à une de nos conférences du 80e. En fait, on a une série de conférences du 80e qui s'adresse en fait à tous nos diplômés et à toute la communauté départementale. Donc, cette journée, elle est parrainée aussi par le consortium de recherche sur les relations sociales du département. Elle est également parrainée par les laboratoires de nos conférenciers que je vais vous présenter tout de suite. Et aussi, elle s'inscrit en marge de la Journée internationale de la solidarité humaine. Et je crois que ça va pas de nous en faire un petit mot tout à l'heure. Donc, je suis heureuse d'accueillir Roxane de la Sablonnière, professeure au département de psychologie, Éric Lacourse, professeur au département de sociologie, et Caroline Lebeau, citoyenne partenaire de la tournée éducative, qui vont nous parler de favoriser l'adaptation et le bien-être lors de changements sociaux dramatiques. Qu'en est-il de la solidarité humaine et de la cohésion sociale? Alors, merci Michel, merci de l'introduction, merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui. On se sent vraiment choyé et privilégié d'appartenir à un département, une université aussi cohésive sur le plan social, mais aussi bienveillante dans ces temps un petit peu plus difficiles. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'adaptation dans un moment de changement social dramatique. Et puis, je voudrais remercier d'emblée nos nombreux partenaires, citoyens partenaires, collaborateurs et aussi tous nos étudiants et étudiantes qui auront un mot aussi à dire par la suite. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de faire cette présentation-là avec Éric Lacourse. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot, Éric. Non, ça va. Et Caroline Lebeau, avec qui on essaie de créer quelque chose là, pour tout le monde d'assez solide. On essaie, du moins on tente, mais sans leur aide, là, ça ne pourrait pas être possible. Donc, c'est vraiment un grand privilège aujourd'hui de faire cette présentation-là. Et puis, donc, dans l'ordre, je vais commencer. Ensuite, Éric, et on terminera avec Caroline et les étudiants et étudiantes du laboratoire. Donc, la Journée internationale de la solidarité humaine, c'est un moment pour réfléchir sur notre unité, notre diversité aussi, de se rappeler qu'on a des engagements internationaux en tant que gouvernement, aussi de sensibiliser par rapport à la solidarité, puis de promouvoir le développement durable, puis d'essayer de trouver des pratiques pour agir afin d'aider le monde, puis les gens qui sont peut-être plus dans des situations de désavantage aussi. Puis, dans ce contexte-là, on pourrait définir la solidarité sociale, en fait, c'est lié à la cohésion sociale, qui est un thème qui est cher à nos collaborateurs, partenaires et aux membres du laboratoire. La cohésion sociale, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Je vous ai mis ici 3 définitions qui sont normalement utilisées aux OECD, Council of Europe. Si vous voulez, je pourrais vous les transmettre par la suite. À partir de ces définitions-là, on a fait la nôtre, qui est une capacité qu'a une société d'assurer le bien-être de tout un chacun, d'assurer aussi qu'il y a une certaine diversité par rapport et ouverture par rapport à la culture et aux valeurs qui sont diverses aussi, puis de s'assurer de minimiser les disparités entre les groupes qui peuvent être parfois plus désavantagés aussi, afin que tout le monde, tous les citoyens et citoyennes développent un sentiment d'appartenance face à leur société. Donc, on s'est posé la question, c'est vraiment la question globale qui guide les travaux de notre laboratoire de recherche, de nos laboratoires de recherche, puis du travail qu'on fait sur les changements sociaux dramatiques. Qu'est-ce que c'est? Puis, est-ce que ça a un impact général sur la cohésion sociale? Donc, c'est vraiment le grand thème de nos travaux. Qu'est-ce que c'est le changement social? C'est un événement qui arrive rapidement, du jour au lendemain. On ne s'y attend pas. Et puis, je peux vous rappeler l'événement de la COVID-19. Je pense qu'on se souvient tous et toutes du 13 mars 2020. Ah, Michel, tu étais à ton bureau. Je me rappelle encore de cette journée-là. J'étais ici aussi. Donc, on se souvient de ça. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés confinés à la maison. Donc, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Mais ce n'est pas parce que quelque chose arrive rapidement que c'est nécessairement un changement social dramatique. Ça prend une rupture dans les structures sociales, dans nos gouvernements, nos écoles. On se souvient, les écoles ont fermé. Je vois des gens ici qui ont des enfants qui sont retrouvés à travailler avec des enfants à la maison. On a dû changer nos modes de fonctionnement aussi, donc ça a une influence sur nos comportements.
on porte le masque. Même quand on se voit, là, on ne sait plus trop quoi faire, on s'approche-tu, on se donne-tu un bec, on se recule-tu, même avec des gens qui sont très, très proches de nous. Donc, ça influence notre comportement. Et puis, au final, ça vient, donc on part du macro, de ce qui est plus global de la société, ça s'en va jusqu'au micro, pour l'individu. On peut percevoir une certaine menace au soi, on commence à se questionner. Des fois, on peut voir certains changements en nous ou aux gens autour dans notre collectivité. Donc, ça peut amener plusieurs remises en question. Donc, avec le laboratoire et les étudiants et notre équipe, on s'est posé beaucoup de questions. On a tenté de trouver des réponses, puis on a essayé de théoriser aussi et de placer le changement social dans une perspective justement qui va du macro au micro, mais aussi qui inclut des facteurs individuels. Donc, on s'est rendu compte aussi, bien qu'on le savait intuitivement, mais que c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce qu'on parle de changements sociaux dans la collectivité, même à l'échelle planétaire, puis de son lien avec chacun d'entre nous, dans notre unicité, dans notre individualité. Donc, comment on met tout ça ensemble, puis comment on fait, puis c'était vraiment notre grande question, comment on fait pour aller mieux dans ce contexte-là? Donc, je vais passer à travers ça. En gros, on a tous et toutes des facteurs de vulnérabilité individuelle ou communautaire. Par exemple, individuel, on parle des traits génétiques ou des facteurs génétiques dans leur ensemble, on parle des traits de personnalité, on parle de certains handicaps que des gens pourraient avoir. Donc, bref, c'est ce qui nous rend vraiment uniques comme personne, comme individu. On a aussi des facteurs de vulnérabilité au niveau communautaire, social. Donc, on parle ici des facteurs plus proximaux comme la famille, les pairs, et distants comme la culture, la politique, où on vit, le pays où on est né, certains facteurs EDI, là, comme l'appartenance à des groupes ethniques ou culturels diversifiés, et le fait d'appartenir à des groupes d'âge différents aussi. Donc, tout ça mis ensemble peut même interagir dans un contexte ou bien peut-être inhiber ou faciliter l'adaptation aux changements sociaux dramatiques. Donc, le changement social dramatique que j'ai défini plus tôt. Donc, évidemment, on parle de la pandémie récemment, mais aussi des changements sociaux qui se passent plus localement. On parle d'inondations parfois qui affectent toute une communauté comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac ou certaines villes en Inde ou ailleurs. Donc, il y a plusieurs événements comme ça. Et puis, on peut même anticiper certains changements qui pourraient arriver avec la crise climatique dans laquelle nous sommes en ce moment. Donc, le changement se produit, et là, on se demande, mais qu'en est-il de la cohésion sociale? Donc, ce qu'on a observé et ce qu'on a réfléchi, c'est que ça peut être, évidemment, la conséquence peut être sur le bien-être, plusieurs types de bien-être, donc la santé physique, santé psychologique, santé de la communauté et des groupes, des organisations, et évidemment la santé économique. C'est la grande variable dépendante. On parle de santé durable souvent, parce que ce n'est pas juste la santé à un moment dans le temps, mais aussi tout au long de la vie. C'est un cheminement. Donc, comment on se rend là? Bien, c'est vraiment des dynamiques qui existent, qui sont extrêmement complexes. Complexes parce qu'elles touchent l'individu, les facteurs communautaires ou les facteurs culturels, les interactions entre ça. En plus, il y a un événement qui se passe. Souvent, on assiste à une crise qui est multiple. Oui, il y a un événement, la COVID-19, mais on voit en ce moment, on est dans une récession, il y a une guerre en Ukraine, donc il y a d'autres événements qui s'ajoutent. Donc, il y a une dimension corporelle qui devient extrêmement complexe, qui peut être difficile aussi quand on pense au processus d'adaptation. Puis quand on fait de la recherche, bien, juste à analyser tout ça, c'est un défi en soi. Donc, ce qu'on a évalué, c'est vrai, puis c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a fait une sélection de certains travaux, des trajectoires de préjugés qu'on peut avoir. Donc, on parle de cohésion sociale. Si on a des préjugés, bien, c'est lié à la cohésion sociale. Et l'autocompassion qui peut être un facteur protecteur du bien-être aussi. Et puis finalement, dans tout ça, on peut intervenir. Donc, il y a certaines personnes qui souhaitent développer la résilience, donc ils vont développer des outils pour favoriser ça. Il y a M. Vermette ici, qui est là dans la salle, qui a développé un outil sur la résilience. Donc, on développe une intervention
Et le projet Intercom qu'on a voulu développer avec Caroline et toute une équipe d'étudiants visait justement à rehausser cette santé-là, puis faire en sorte que les gens puissent s'adapter plus facilement au changement, comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que lorsqu'un drame arrive, puis qu'il est individuel, on a toutes les ressources autour de nous, si on veut, si on le souhaite. Si je suis malade, puis je désire l'aide d'un psychologue, je peux y aller, je peux demander à mes parents, ma mère, ma soeur de m'aider si j'ai besoin d'aide. Mais dans un contexte de changement social dramatique où tout le monde est affecté, ça peut être plus difficile de recevoir de l'aide. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé le projet. Voyons, je manque de souffle. Je suis désolée, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on a développé le projet Intercom. Donc, en gros, on a deux grands buts généraux qui se croisent dans ce qu'on fait dans nos travaux de recherche. Le premier but, c'est de comprendre les dynamiques complexes, donc dans le temps, qui tiennent compte des facteurs individuels, culturels, etc., de comprendre, puis éventuellement de prédire. Et puis aussi, notre deuxième but, c'est lié aux interventions possibles, prévenir, intervenir et évaluer. Donc, évidemment, on veut développer des interventions qui seront évaluées parce qu'on souhaite qu'elles soient efficaces. Puis tout ça encore, ça complexifie. C'est dans un monde où on intervient, il y a un changement qui se passe, on intervient, il y a d'autres choses qui peuvent se produire. Donc, je m'en vais tranquillement vers Éric qui va nous présenter 3 projets de recherche que nous avons faits qui traitent de la cohésion sociale. Dans le cadre du projet qu'on a eu sur la COVID-19 Canada, la fin du monde tel qu'on le connaît. Donc, c'est une subvention qu'on a eue pour suivre une cohorte de participants, 3600 Canadiens et Canadiennes qu'on a suivis périodiquement, donc à plusieurs temps dans le temps. Évidemment, ce travail-là, on l'a fait avec une équipe quand même assez grande, beaucoup d'étudiants, beaucoup de membres de l'équipe aussi qui viennent de l'ETS, de McGill, sociologie avec Éric, et puis Mathieu Pelletier-Dumas qui est ici, notre conseiller senior à la recherche, et puis évidemment tous nos collaborateurs que je nommerai pas aujourd'hui. Donc, la méthodologie des études que Éric va vous présenter, on a débuté cette étude-là en avril 2020, et puis on a eu 12 temps de mesure jusqu'en avril 2022. Donc, un sondage qui est composé de plusieurs questions qui traitent la cohésion sociale, du bien-être et aussi de l'adaptation en lien avec les mesures sanitaires, essayer de comprendre pourquoi les gens respectent ou non ces mesures-là. Donc, on a débuté 6 avril jusqu'au le premier temps de mesure, ensuite 2 ans après. Et puis, on compte faire un 13e temps de mesure en avril 2023, potentiellement. Et puis, au début, on avait un sondage avec des temps de mesure plus rapprochés parce que, comme tout le monde, nous n'avions pas anticipé que la crise de la COVID-19 allait s'étendre aussi longtemps, mais plus les semaines passaient, plus on a changé là, de la façon dont l'étude était planifiée pour s'adapter au contexte puis s'adapter aux changements spécifiques de la crise. Donc, à la deuxième vague, on a mis d'autres questions pour essayer de comprendre les gens et leur processus d'adaptation. Et puis, c'est une étude qui est représentative pour l'âge, le genre et la région. Ça l'était un petit peu moins pour l'éducation, mais avec Éric, Mathieu et nos collaborateurs étudiants, on a développé des poids pour essayer de compenser pour ça. Donc, Éric, je t'inviterai à venir et à continuer. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Lacourse, je suis professeur au département de sociologie, puis j'enseigne les méthodologies de recherche, modélisation statistique et sciences des données sociales plus récemment. Donc, j'ai travaillé, je co-dirige aussi le laboratoire avec Roxane. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de 3 projets de recherche principaux. Un qui a été fait par une étudiante, Victoria Ferrand, un autre projet par Marianne Chevalier et un 3e projet par une étudiante postdoctorale qui s'appelle Ali Kill. Donc, au départ, on va parler du projet de Victoria sur les préjugés. Donc, au début de la pandémie, on a beaucoup entendu, bon, le virus, on sait qu'il vient
une certaine ville en Chine. Donc, ça a généré toute une série de réactions. Aussi, on a vu dans les journaux qu'il y a eu de plus en plus de comportements, d'attitudes haineuses envers soit les Asiatiques ou les Chinois. Je ne suis pas sûr que les gens qui avaient les comportements haineux étaient quand même vraiment différenciés nécessairement les deux. Donc on s'est comme intéressé un peu à ce phénomène-là en posant cette question dans notre questionnaire. Donc, veuillez décrire ce que vous ressentez plus personnellement à l'égard des Canadiens ou des Chinois. Est-ce que vous avez une perception extrêmement négative ou une perception extrêmement positive? Donc, on utilise un logiciel qui nous permet d'identifier des trajectoires à travers le temps. Donc, ce qu'on observe, c'est que chaque personne répond à un questionnaire. Donc, vous voyez ici, on a l'échelle de préjugés qui est dans l'axe des Y. On a le temps dans l'axe des X. Puis chaque personne répond à cette question-là à travers le temps. Puis, on demande au logiciel de nous identifier le nombre de trajectoires qui expliquent un peu la variabilité dans ou les corrélations à travers le temps dans notre échantillon. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le logiciel ou le modèle a identifié 4 trajectoires de préjugés. Ce qui est assez frappant, mais qui est aussi un peu attendu, c'est que, donc, basé sur ce qu'on voyait dans les journaux, on a l'impression que les attitudes ont beaucoup changé dans la population, mais probablement que les événements qu'on voit dans les journaux, c'était peut-être une petite proportion de la population qui était déjà comme positionnée à avoir des préjugés, qui ont juste mis en action leurs propres préjugés. Donc, en identifiant les trajectoires, donc on a pu voir des trajectoires qui bougent beaucoup. Là, les trajectoires sont relativement stables. Donc, ce qu'on a en haut, c'est une trajectoire avec beaucoup de préjugés. Puis la trajectoire modale, qui est la trajectoire verte, je pense qu'il y a autour de 70% ça, de la population qui se retrouve dans cette trajectoire-là. Donc, puis les gens qui avaient des valeurs plus conservatrices se retrouvent dans les trajectoires les plus hautes. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les plus jeunes avaient aussi plus tendance à être favorables. Donc, la trajectoire rouge, c'est avoir un préjugé plus favorable envers les Chinois. Je vais les enlever, mais... Oui. Donc, on a parlé, tout à l'heure, on a parlé de l'aspect conservateur versus libéral. Aussi, bon, les hommes et femmes, il n'y avait pas vraiment de différence en termes de préjugés. Puis, en termes de privation relative, on serait attendu à ceux qui ont vécu un plus grand sentiment de privation relative personnelle, qui ait plus de préjugés. Ça ne s'est pas vraiment manifesté comme ça. Les explications pourraient être que les gens ont quand même reçu beaucoup d'argent du gouvernement pour compenser les pertes relatives. Donc, c'était pas... donc, les gens se retrouvent quand même en plus grand nombre dans la trajectoire la plus basse. Puis, donc, en termes d'identité, avoir une identité qui est plus locale. Donc, à la question, est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord si vous considérez comme étant plus un citoyen canadien versus un citoyen du monde? Ce qu'on se rend compte, c'est ceux qui ont une identité qui est plus locale se retrouvent dans les trajectoires qui sont plus élevées en termes de préjugés, alors que ceux qui ont une vision plus, une identité qui est plus large ou représentent plus comme étant des citoyens du monde se retrouvent plus fréquemment dans les trajectoires qui sont plus favorables, qui ont un préjugé plus favorable envers les Chinois. Donc, deuxième étude qui a été faite par Marianne Chevalier, étudiante à la maîtrise au département de sociologie. Donc, ce qu'elle a fait, en gros, donc on a posé une question qui est responsable ou qui a causé, ou c'est quoi les causes principales de la COVID. Puis, c'est une question ouverte, donc c'est de l'analyse de texte. Puis, traditionnellement, on analyse le texte de façon qualitative en sociologie.
Puis là, on a décidé d'utiliser une technique, un peu comme on a vu tout à l'heure, pour regrouper. Donc, tout à l'heure, on a vu une technique qui regroupait des trajectoires, donc qui crée des groupes de trajectoires. Là, on va créer des groupes de thématiques basés sur les réponses des gens, qui sont des réponses ouvertes à un questionnaire. Donc, cette étape présente un peu les thèmes qui étaient les plus fréquents au premier temps de mesure. Donc ça, c'est les 10 principaux mots qui. Donc, on a le mot Chine, évidemment, qui apparaît, gouvernement. Il y a chinois, virus, bon, les personnes. Donc, on se souvient aussi de market parce que au départ, les gens soupçonnaient que ça venait d'un marché humide en Chine, le virus. Donc, on voit que c'est l'analyse de base, là, présente un peu la fréquence des mots. Donc, c'est ce qu'on avait au temps 1. Puis là, on va voir qu'au temps 10, la prévalence de ces mots-là change. Donc, il y a des choses qui sont quand même communes, là, gouvernement, mais là, people apparaît plus vite. China, virus. Puis là, après ça, il y a d'autres thèmes qui apparaissent également. Donc, les lignes directrices, la santé, aussi le fait que on ne peut pas attribuer finalement le problème de la COVID ou de la pandémie à personne spécifiquement. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé on a demandé encore une fois au logiciel de nous identifier des thèmes à partir des différents mots qui ont été que les gens ont écrit vraiment pour répondre à la question. Puis ça a identifié 9 différents thèmes. Je vais vous parler des deux principaux qui ont particulièrement changé pendant la pandémie. Donc, il y a blâmer le gouvernement chinois ou l'OMS. Donc, ce qu'on voit encore une fois dans l'axe en bas, c'est le temps. Puis, c'est la prévalence au niveau de l'axe des Y du thème à travers les différentes phases de la pandémie. Donc, on voit que le gouvernement chinois a augmenté au début de la pandémie, puis après ça a diminué. Puis, par la suite, il y a un autre thème qui est ressorti, qui a augmenté pendant la pandémie. Puis, c'est les individus qui ne suivent pas les mesures sanitaires. Donc, on voit que les perceptions que les gens ont au niveau de la population ont quand même relativement évolué pendant la pandémie. Donc, en dernier lieu, je vais vous présenter une recherche qui a été faite par une étudiante postdoctorale qui s'appelle Ellie Kill. Cette étude-là porte plutôt sur le bien-être. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est de définir des profils de personnes qui étaient plus vulnérables au départ, donc au statut initial de la pandémie. Après ça, on a regardé l'évolution de l'autocompassion, donc en plus ce qu'on a vu tout à l'heure sous forme de trajectoire. Puis, en dernier lieu, on s'est comme intéressé à l'interaction qui peut exister entre l'autocompassion puis les profils initiaux pour savoir si, par exemple, il y avait des profils qui bénéficiaient plus ou moins d'avoir des attitudes relatives à l'autocompassion plus élevées ou plus basses. Donc, sur des mesures de bien-être, on va montrer juste le contrôle perçu, là, parce que c'est quand même quelque chose qui est important, qui était puis la démonstration se fait mieux aussi avec ce concept-là. Donc, il y avait, encore une fois, on utilise des approches qu'on appelle orientées vers la personne. Donc, on essaie toujours de définir des groupes ou des profils qui ont des patrons similaires. Donc là, le logiciel nous a identifié 4 profils. Donc, on a un profil basé sur ces différents facteurs-là qu'on a introduits dans le. Donc, c'est des variables dichotomiques qu'on a dans la banque de données. Donc, il y avait l'éducation, la perte d'emploi, si on a eu des enfants à la maison, pas faire de l'exercice. Après ça, il y avait des variables sur l'inquiétude par rapport au virus, des traits de personnalité, et puis aussi des variables plus reliées soit à l'identité, puis également au sommeil. Donc, basé sur toutes ces variables-là, on a réussi à identifier comme 4 profils. Donc, un profil qui est plus relié à des troubles, on voit en gras là, les variables qui sont plus associées à ce profil-là. Donc, on l'a défini comme étant un profil plus relié à des enjeux de personnalité,
Deuxième profil, plus relié à des enjeux de santé, pas faire de sport. Le troisième, il y avait des risques multiples, donc c'était pas très spécifique. Puis, en bas, on a la prévalence. Donc, ici, on a 49%. On voit la plupart des personnes n'avaient pas spécifiquement de risque. Puis, c'est relativement distribué de façon équivalente là, à travers les trois autres profils. Donc, ça, c'était ce qu'on a fait au statut initial de la pandémie. Par la suite, on a essayé d'identifier des trajectoires d'autocompassion. Donc c'était l'approche. Donc, est-ce que les gens utilisaient l'autocompassion face à l'expérience qu'ils vivaient, les expériences négatives qu'ils vivaient pendant la COVID? Donc, encore une fois, on trouve des patrons relativement stables. Donc, des grandes différences au statut initial de la pandémie, malgré qu'il y a quand même certains changements, puis surtout pour la trajectoire la plus basse. Donc, ça, c'est des gens qui n'ont vraiment pas d'autocompassion envers eux-mêmes. Puis, on voit que ça décline quand même pendant un certain temps au début de la pandémie, puis ça se stabilise relativement par la suite. Et on voit que la grande majorité des gens, c'est une échelle de 1 à 10, donc en général, les gens utilisent quand même beaucoup l'autocompassion. La moyenne est autour de 7,5 pour la trajectoire orange. Donc là, on va regarder est-ce que ceux qui utilisent l'autocompassion ont un plus grand contrôle ou perception de contrôle sur les événements dans leur vie? Puis oui, il y a une relation, vous voyez le gradient, là, donc plus on utilise l'autocompassion, plus on va être haut en termes de sentiment de contrôle perçu. Puis là, on va voir l'interaction avec les profils. Donc, ce qui est plus frappant ici, c'est le gradient qu'on voyait tout à l'heure, il est comme plus marqué pour les gens qui avaient ce profil-là. Puis, donc, c'est important comme vous le voyez, donc c'est beaucoup plus à pic ici que, disons, ici ou là. Mais on voit que même pour ce groupe-là qui est très à risque, on voit que l'autocompassion est relativement similaire aux autres groupes. Donc, quand on utilise l'autocompassion, au niveau du contrôle perçu, on est presque au même niveau que les gens qui sont mieux ajustés. Donc, l'autocompassion est quelque chose, même si ça nous apparaît comme étant un trait, parce qu'on voit que c'est relativement stable, mais on sait que c'est des habiletés qui peuvent s'acquérir, puis probablement qu'il y a des gens qui ont aussi acquis ces habiletés-là pendant la pandémie. Et c'est étroitement relié vraiment au contrôle perçu. Puis, je ne vais pas montrer les autres variables de bien-être, mais on voit le même genre de patron. Donc, je vais laisser la place à Caroline qui va vous parler du projet Intercom, qui se veut une solution aux difficultés interpersonnelles. En fait, je ne serai pas seule, mais je vais être accompagnée de Simon de l'équipe. Alors, vous invite Donc, super. Donc, le projet Intercom s'engager pour mieux aller. Je suis vraiment très, très heureuse de vous présenter le projet Intercom aujourd'hui. En fait, en collaboration avec mes collègues, il y en a plusieurs autres dans la salle, probablement en ligne ici. Un grand travail d'équipe. Donc, vous n'allez pas en présenter là, chacun votre tour, ça sera bien long. Vous vous souvenez, au début de la pandémie, il y a eu beaucoup de détresse, d'isolement, d'anxiété de la part, particulièrement des jeunes adultes, je pense, dans tes recherches, tu démontres que. Et l'idée, c'était de trouver une solution pour favoriser un mieux-être chez ces jeunes-là. Et Roxane a fait des études, ça fait longtemps, on a utilisé ses connaissances, on a utilisé son expérience pour développer des ateliers, pour aller rejoindre ces jeunes-là, pour les soutenir, pour qu'ils aillent un petit peu mieux à chaque jour, malgré le contexte de grands bouleversements. Donc, on a une formidable équipe ici. Il y en a une partie. Donc, profitez de ces beaux sourires. Et puis, on peut passer à la prochaine, je crois. Tu veux-tu le faire? Oui, OK. Pourquoi pas? C'est excellent. Le bouton vers la droite. Donc, vous voyez ici une partie, finalement, de l'équipe qui
savez, il y en a qui font de l'animation, qui sont aussi dans le comité de communication. Donc, les étudiants, en fait, je pense qu'ils apprécient dans ce projet-là, c'est qu'ils peuvent passer d'un groupe à l'autre, donc ils peuvent faire différents apprentissages. Donc, comme vous voyez, Roxane, Mireille, moi, on n'est pas seul, il y a plusieurs partenaires qui sont là. Donc, c'est très apprécié. Un grand travail d'équipe pour arriver à faire ces animations-là, dont on va vous parler plus en détail. Donc, oui, c'est vrai, hein, l'équipe est encore plus grande qu'on l'imagine. On a aussi un comité aviseur qui nous a aidés à démarrer le projet. Donc, en décembre 2020, on faisait nos premiers ateliers tests et puis on a fait ça en collaboration avec l'université, le milieu collégial, les Carrefour Jeunesse Emploi et puis comité de recherche. On a Mathieu, il y a plusieurs partenaires qui sont ici aujourd'hui. Merci. Mireille qui est là aujourd'hui. Mireille. Mireille qui se met dans le fond, merci. Bien, merci Mireille. J'entendais souvent ton nom. En personne. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? En fait, par rapport avec des ateliers puis des conférences, on a touché plus de 2290 personnes. Donc, on est très heureux d'avoir pu soutenir des jeunes adultes, des adultes, et puis que ça soit par les ateliers de discussion qui nous ont amenés à créer ces ateliers-là, et puis différentes présentations dans des colloques. On fait 6 ateliers. On présente 6 ateliers dans les différents milieux. Vous voyez, il y a plusieurs thématiques à ces ateliers-là. Les changements sociaux, l'autocompassion, le soutien social, la cohésion sociale, la communication bienveillante et l'engagement communautaire. Donc, dans des groupes 5-15 personnes, parfois il y a des plus grands groupes aussi. Ça dure entre 75 et 90 minutes. On s'adapte aussi à la réalité des groupes, que ce soit les centres jeunesse ou dans une école. Donc, ça peut être variable aussi au niveau des besoins. On a 2 conférences particulièrement animées par Roxane et puis 2 autres psychologues. On va aller voir de plus près un des ateliers, donc les changements sociaux, les valeurs collectives. Ce qu'on veut à travers ces ateliers-là, c'est qu'on veut faire échanger les jeunes adultes, les adultes sur comment ils se sentent. Souvent, le fait d'en parler, ça permet de voir qu'on n'est pas les seuls, de pouvoir ressentir certaines émotions ou avoir vécu certains événements. Puis, donc, ça permet de partager, puis déjà de se sentir un petit peu mieux dans plusieurs cas. Et puis, on veut appeler les jeunes à être en action, faire des actions pour aller mieux et on leur suggère des stratégies. On a l'atelier 2. Donc là, on va vous mettre en action. On va vous expliquer un petit peu comment fonctionne un des ateliers sur l'autocompassion. On va y revenir. Avant, je veux vous parler un petit peu de l'atelier 6 qui est, en fait, là, on a 6 ateliers, puis la plupart du temps, ils sont faits le premier, le deuxième, le troisième en séquence. Donc, essentiellement, le 6e, c'est la grande cumulation de tous ces acquis-là qui sont faits durant les différents ateliers. Donc, on peut vraiment mettre les participants là, avec des actions concrètes, les engager de façon communautaire. Donc, c'est un atelier qui est en train d'être fini, presque fini, qui est en développement, là, on y arrive. Donc, l'atelier 6, ça s'en vient, on lâche pas. Excellent. Donc, pour réaliser les ateliers que je vous ai présentés, les conférences, ça prend plusieurs comités. Donc, comité de recherche, comité d'organisation, le comité clinique, comité communication, l'équipe d'animation. Donc, on a ici aujourd'hui des représentants de ces différents comités-là. Et Emmanuel va venir nous parler, Emmanuel va venir nous parler du comité clinique. Donc, et bonjour, tout d'abord. Oui, je pense que ça va aider. Juste à droite. Le pointeur, oui, c'est le. Dans le fond, moi, je suis ici pour parler du comité clinique dont je fais partie. Le rôle du comité clinique, en fait, c'est vraiment de développer les ateliers. Donc, on est souvent là, en construction des ateliers, autant au niveau de leur contenu, mais aussi du contenant. Donc, on est ceux, entre autres, qui s'occupent de faire le visuel, de faire les guides d'animation. Donc, ça, c'est un document pour accompagner les animateurs et les animatrices. On fait aussi, on aide les étudiants, en fait, à développer aussi un guide de participation. Donc, ça, c'est un document qui est adressé aux participants. Puis, on s'occupe aussi du visuel, donc plus l'aspect PowerPoint. Puis, dès qu'il y a un changement, vous allez voir, je vais vous montrer des exemples de quoi ça a l'air. On fait beaucoup on va de l'avant, de l'arrière, de l'avant. On construit ça depuis plusieurs d'années, je pense, plusieurs années. Donc, on se promène.
Donc, notre but, c'est vraiment de développer une trousse qui va être utile puis pouvoir la partager, en fait, pour que les ateliers puissent se donner éventuellement aussi par d'autres, les mots me manquent. Je fais beaucoup de présentations ou milieux, des partenaires. Des partenaires. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple ici d'un guide de participation. Donc, c'est ce qu'habituellement on donne aux participants et participantes. Celui-là, c'est un exemple pour l'atelier 2. Dans le fond, tous nos ateliers ils ont comme des couleurs qui sont mises de l'avant. Puis l'atelier 2, c'est le jaune. Donc, c'est ça qui va. Il va y avoir beaucoup de jaune parce que tous mes exemples vont être avec l'atelier 2. L'atelier 2, c'est l'atelier sur l'autocompassion. Par la suite, ça, c'est un exemple de guide d'animation. Donc, vous pouvez voir là, que ça, c'est là-dessus qu'on développe beaucoup les ateliers. C'est comme ça qu'on va réviser comment on adresse certains contenus. Puis, c'est là-dessus qu'on va aussi intégrer des éléments scientifiques aussi qu'on va vouloir présenter aux participants et aussi qu'on va vouloir intégrer parce qu'on s'assure aussi que tous nos ateliers sont basés sur la science. Puis là, vous voyez un peu, on a des façons de faire là, pour faciliter aussi l'apprentissage pour les animateurs et les animatrices. Je me suis rendu compte en disant que je n'ai pas parlé qu'on aidait aux les justifications scientifiques également. Donc, ça, c'est vraiment un cahier pour aider aussi les partenaires ou les animateurs, animatrices à comprendre la raison d'être de certains des ateliers, mais aussi de comprendre chaque élément, c'est quoi la base scientifique à l'arrière, parce que, évidemment, on veut que nos ateliers soient basés sur la science. C'est vraiment là-dessus qu'on développe les ateliers. Je me répète beaucoup. C'est cohérent, que ça veut dire que c'est vrai. Donc, là, maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de faire un exemple d'un atelier, qui était l'atelier 2. Donc, c'est pour ça, tantôt qu'on a passé plus vite dessus, je répète, l'atelier sur l'autocompassion. Là, je vais vous demander d'avoir un petit peu d'imagination parce que vous n'avez pas les guides de participation. Donc, on va essayer de faire plus rapidement, en fait, une activité qui est au centre de l'atelier 2. Puis, habituellement, cette activité-là a lieu après qu'on a eu le temps de faire connaissance. Donc là, vous connaissez mon nom, Emmanuel, mais moi, je ne vous connais pas tous individuellement. Juste une question ici, est-ce qu'il y en a qui ont déjà suivi les ateliers ou qui les ont déjà vus ou observés? Vous pouvez lever la main. Puis, en Zoom, vous pouvez aussi lever la main et je vous verrai tout. Bon, il y en a quand même quelques-uns, donc vous allez pouvoir voir si on ferait toujours une affaire. Donc, tout d'abord, c'est notre coordinatrice du projet. Est-ce qu'il est là? Non, mais elle a levé la main, c'est pour ça. Elle a levé la main sur Zoom. J'avais dit que je ne verrais pas sur Zoom. C'est un beau moment de. Donc, tout d'abord, je me demandais à qui ici c'est déjà arrivé de se sentir incompétent ou incompétente? Pas mal tout le monde. Oui. Puis, est-ce que ça se peut qu'à ces moments-là, on a tendance à être un peu plus dur envers nous-mêmes? Oui, je vois des têtes qui vont se poser. Ouais, on se pose des questions, puis des fois, on peut avoir des paroles aussi un petit peu plus difficiles aussi à ces moments-là. Donc, ce que je vais vous demander en ce moment, c'est de réfléchir à une situation où est-ce que vous êtes senti incompétent ou incompétente. Je vais vous laisser un petit peu le temps là, de réfléchir. Donc, vous pouvez même fermer les yeux pour vous aider. Il y a personne qui ferme les yeux, j'aime ça. Donc, je vous demande de participation. On fait comme un atelier pour vous. Fermer les yeux, vous dire avec qui vous étiez. Même les odeurs, la pièce. C'était quand? Et maintenant, ouvrir les yeux. Puis dans le fond, ce que je vais vous demander de faire, donc, c'est d'imaginer, encore une fois, là, je vous demande plus d'imagination qu'à l'habitude, mais imaginez un verre. C'est un verre que vous devriez penser, que ça représente vous. Donc, repensez à cette situation-là, puis réfléchissez aux paroles que vous avez eues envers vous à ce moment-là. Absolument, je vous demanderai de les écrire dans le verre. Là, vous n'avez pas de verre et pas de crayon, donc ça va moins bien. Mais vous pouvez réfléchir à mettre ces paroles-là dans votre tête, dans les verres. Faire une version accélérée. Fait qu'on va dire que là, vous avez le temps d'écrire et de réfléchir à beaucoup de paroles envers vous. Puis, qu'est-ce que vous remarquez par rapport aux paroles que vous dites, que vous vous dites plutôt? Généralement négatif. Est-ce qu'il y a des paroles du genre, ah ben voyons donc, pourquoi j'ai fait ça? Blanc. Oh ben plate. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager un exemple de parole?
C'est un petit peu moins participatif que nos participants habituels, mais c'est correct. On s'adapte. On s'adapte. Donc maintenant, je vous inviterai à imaginer un deuxième verre. Donc, dans ce deuxième verre-là, j'aimerais que vous pensiez à nouveau à votre situation, mais de penser à un proche que vous avez. Donc, quelqu'un qui vous tient à cœur, c'est absolument la définition d'un proche. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être un ami, ça peut être même frère, sœur, donc quelqu'un à qui vous tenez. J'aimerais ça que vous pensiez à qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là si vous êtes dans la même situation que vous, c'est-à-dire la situation dont vous avez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous chuchote quelque chose à l'oreille. Donc, je vous laisse peut-être un petit moment. Oui. En fait, on passerait à l'étape 2 avec l'autre. C'est-à-dire? Ben, on se console après coup, fait qu'on console l'autre. C'est quoi justement la différence entre les deux types de discours? Un est à blâmer, on se blâme, on se questionne, beaucoup d'auto-analyse, auto-critique. L'autre est plus constructif. On en sort de ça, on dit c'est quand même pas tout de ma faute, là. Il y a des circonstances et puis on met en perspective. On est comme plus gentil dans le fond avec l'autre. Ça nous permet un pas de recul aussi. On dit que la situation peut-être qu'il est moins pire que comment on l'avait imaginé au départ. Et on va peut-être la recruter. Oui, on va la exactement. On a joué d'animateur. Sinon, s'il y avait d'autres choses que vous avez remarquées. Oui. Je dirais aussi que quand on parle à un proche, on a des propos plus nuancés. Puis quand on parle de nous-mêmes, on attribue tout ce sentiment d'incompétence à nous en tant que personne et moins envers notre proche. Vraiment. C'est vraiment bon. Vous êtes un peu maintenant. Donc, on est plus doux, puis aussi, on est plus nuancé, on a un peu de recul. Donc, la troisième étape, on pourrait dire, donc imagine dans le troisième verre, c'est justement de s'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait se dire si la situation se reproduisait. Mais là, on se parlerait comme on parlerait à notre proche. Donc, imaginer. Quel genre de paroles pourriez-vous dire qui serait moins dur envers vous-même, qui serait plus douce? Là, habituellement, on demande aux gens, c'est comme un coup de théâtre, on demande aux gens de l'écrire dans le verre, puis là, ils restent avec les verres aussi, les verres qui sont sur leur papier dans leur guide de participation. Donc, c'était un exemple un petit peu d'une partie de nos ateliers. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Excellent. Donc, merci à toi, merci à toute l'équipe d'animation également. On va peut-être la donc, on passe au comité de communication avec Raphaël. Dans le fond, le comité de communication a été créé au sein du projet Intercom pour vraiment, j'ai envie de dire une approche hands-on, mais je ne saurais pas comment traduire. Dans le fond, on vise à vraiment avoir un contrôle sur, dans le fond, nos rapports avec nos partenaires. Et on doit aussi donc promouvoir le projet. Donc, on fait ça à travers un site web, des réseaux sociaux, puis des bannières. Donc, on est allé chercher en fait des formations en design graphique, des formations même en vente, en communication. Puis, on a une équipe qui a inventé une charte, notre charte de graphisme. Donc, comme vous pouvez voir ici, chaque atelier a une couleur. Puis aussi, on a une police. Donc, chaque détail au niveau de la communication a été pensé. Oui, tu veux en parler? On a eu la... Avec ça, mais bon. On a la chance d'avoir des vedettes parmi nous. Et la presse a parlé de nous dans au moins 2 articles. Et donc, ça, d'ailleurs, ça a été un moyen concret pour avoir des nouveaux partenaires parce qu'il y a des gens qui ont vu nos articles, les articles sur nous et qui nous ont contactés à travers notre site web et à travers notre adresse courriel. Roxane a passé à Tout le monde en parle aussi. C'est bon, on passe à l'autre. On l'a invité, lui, là. Aussi, on cherche à avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens pensent je me le fais dire au sein de l'équipe de communication qu'on devrait être sur Instagram pour rejoindre les jeunes.
C'est vrai, mais je tiens à dire aussi que la façon qu'on recrute, la façon qu'on fait le lien avec les partenaires, on passe plutôt par des directeurs d'école, les directeurs d'organismes communautaires, des profs, des chefs d'équipe, tout ça. Puis eux recrutent dans leur milieu. Bien sûr, nous, avec le design graphique, on contribue aussi à aider nos partenaires à recruter au sein de leur milieu, comme par exemple dans des maisons des jeunes ou au Collège Montmorency à Laval. Mais donc, pour cette raison-là, on favorise plutôt Facebook pour rejoindre ce groupe-là en particulier, donc ils sont plus des adultes plus vieux, au-dessus de 30 ans. Mais bien sûr, on envisage, comme je viens de le dire, d'aller sur Instagram aussi. Le TikTok, ça sera pour une autre fois. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux réseaux sociaux, dans le fond, c'est que on est aussi en train de créer des publications de vulgarisation scientifique, puis aussi juste des témoignages, puis des membres de notre équipe ou d'animateurs ou de personnes qui ont participé. Et on veut faire un genre de blog sur notre site Internet qui sera après ça rediffusé sur nos réseaux sociaux. Donc, durant l'année 2023, on va commencer à faire ça. Suivez-nous. C'est bon. Je pense que c'est ça. Ça finit bien, ça, comme comité comme suivez-nous. Excellent, merci beaucoup. Donc, Rose-Marie, toi, tu vas nous parler du comité de la recherche. Oui, donc en fait, brièvement, je vais vous parler du comité de recherche. Donc actuellement, on est 3 étudiantes dans le comité, donc Charlie qui est ici, Frédéric et moi-même. On travaille depuis le mois de mai, en fait, à l'élaboration d'études par rapport aux ateliers du projet Intercom. On s'intéresse d'abord à la satisfaction des participantes par rapport aux ateliers. Puis ensuite, on va se pencher également sur l'efficacité. Donc, premièrement, l'étude de satisfaction, on l'a débuté cet automne. Puis, en fait, on va regarder la satisfaction des participants, notamment à travers des questions ouvertes comme qu'est-ce qui a été le plus apprécié dans les ateliers, qu'est-ce que les participants pensent mettre en pratique dans leur vie de tous les jours après avoir reçu les ateliers. Donc, ici, à l'écran, on voit des exemples de réponses de participants. Donc, pour ce que les personnes prévoient mettre en pratique, par exemple, on a l'écoute active, des stratégies de reformulation quand on communique avec les autres, se déculpabiliser, valider que notre expérience, notre vécu est normal, ensuite faire preuve de bienveillance envers soi-même. Puis, ce que les participants aussi ont apprécié, donc on a l'opportunité de réfléchir sur l'idée de s'ouvrir à la différence. Ensuite, ce qui a été aussi apprécié, qui est revenu, c'est l'animation, en fait, donc la possibilité d'interagir en groupe et de discuter en groupe avec les animateurs. Ensuite, pour notre deuxième étude sur laquelle on est en train de travailler, on va se pencher sur l'efficacité de la série d'ateliers. Puis, comment on va faire pour étudier ça? C'est qu'on va mesurer l'évolution des participants avant, pendant et après les ateliers sur des mesures psychologiques. Par exemple, le bien-être, résilience, autocompassion, estime de soi, etc. Donc, les mesures sont juste ici. On est en train présentement, en fait, on souhaite lancer notre étude pilote à l'hiver. Puis, notre prochaine étape, en fait, au niveau de la satisfaction, on est... Après, c'est terminé. Pour l'étude de satisfaction, il nous reste à faire nos analyses et présenter les résultats. Puis, pour l'étude d'efficacité, on espère commencer le recrutement en début janvier pour lancer l'étude. Excellent. Merci beaucoup, Rose-Marie. Donc, dans le fond, comme vous avez pu constater, là, les approches, c'est une connexion entre l'intervention communautaire, parce qu'on a co-construit les ateliers avec les milieux communautaires, également la psychologie clinique, psychologie positive, puis la psychologie sociale. En réalité, on a fait ça en collaboration avec plusieurs partenaires, l'université aussi qui nous a beaucoup soutenus. Et puis, vous allez voir là une liste de partenaires qui vient de différents milieux, publics, privés, communautaires. Parce que je pense que tout le monde a eu des besoins pendant la pandémie au niveau du soutien, puis d'avoir des stratégies pour mieux aller. Donc, les ateliers, il y a plusieurs demandes. Pour le moment, là, on est vraiment avec les jeunes adultes, puis les adultes. Et puis, comme mentionnait l'équipe, il y a l'idée de faire une trousse autonome où les milieux vont pouvoir l'utiliser avec des intervenants là, qui sont minimalement formés. Et puis également, on va pouvoir les outiller, comme vous avez vu, avec un guide scientifique, avec un cahier d'animation, avec tout ce qu'il faut pour que ce soit clé en main. Donc, merci à tous nos partenaires, à Roxane, à Nadine, à Florence, à toute l'équipe de coordination également.
Et puis, donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai aimé ça tantôt, là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aller voir, là, il y a un beau progrès au projet Intercom. Donc, on est très fiers, très heureux du projet accompli. Vraiment, moi, je lève ma main à tous les étudiants. Là, il y a beaucoup de découvertes pour eux aussi, hein, ceux qui commencent à animer ou ceux qui ont découvert le marketing, la communication. C'est vraiment... et puis, je pense que tu peux aller à la prochaine. Tout le monde a eu le temps de noter. Là, si vous avez des questions, c'est le temps. Et puis également, je remercie Kim pour le montage de la préparation de ce diaporama.